Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors vous savez, dans l'émission Power Boost, on aime bien être plutôt en avance, surtout pas en retard et même anticiper. C'est-à-dire que nous avons voulu venir assez discrètement ici, dans le cadre du salon Innovagri, voir s'il n'y avait pas quelques innovations à repérer. Alors nous sommes dans le Loiret, on a aussi profité pour voir des initiatives réussies et puis aussi des solutions. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Wow, Jean-Paul qui tape l'incruste en catimini sur le chantier d'Innovagri, ça c'est bien la preuve formelle que chez Power Boost, on est de sacrés petits coquinous. Et c'est parti pour cet épisode tourné dans ce charmant département qu'est le Loiret. On a profité d'être là-bas pour faire un petit tour easy dans les allées encore vides de l'événement Innovagri. Mais ce n'est pas tout, on a fait la connaissance de Philippe Lepage, un boulonculteur. Alors de 1, oui c'est un mot que je viens d'inventer, et de 2, ça veut dire qu'il est agriculteur et boulanger. Une double vie dont il nous donne tous les détails. Et cette semaine, notre rubrique L'Interview met sur le devant de la scène le président de la Chambre d'agriculture du Loiret, Michel Masson, pour dévoiler quelques vérités plutôt bonnes à savoir sur la situation des agriculteurs français. Top départ pour ce Power Boost, place aux news. Moi je vous laisse, j'ai cours de curling en poney. Enjoy! Crise du lait, rien n'est réglé. Certes, un accord a été trouvé avec Lactalis, mais en dessous des coûts de production de nombreux éleveurs. De même, le plan de Stéphane Le Foll proposant 24 centimes par kilo de lait non produit pour tout éleveur qui s'engagera à une maîtrise de la production sur les 3 derniers mois de l'année n'est qu'une solution temporaire. Personne n'est aujourd'hui certain que cela aura un impact sur le prix du lait. Seule la maîtrise des charges est une solution durable. CNH tente un coup de pub. À l'occasion du Farm Progress Show qui s'est déroulé cette semaine, la marque CasiH a ressorti de ses cartons ses concepts de tracteurs autonomes sans cabine. Rien de véritablement révolutionnaire, sachant que d'autres constructeurs avaient déjà présenté des projets similaires il y a une quinzaine d'années. New Holland a également présenté à l'occasion de ce salon un tracteur autonome T8 Blue Power qui lui dispose d'une version avec cabine. Utile pour agriculteurs qui souhaitent reprendre la main sur son matériel lorsqu'il s'agit par exemple de prendre la route. Toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, on sait que Fendt a fait quant à lui le choix du concept de l'essaim plutôt que de l'unité autonome. Eh bien, sachez que ce projet lancé en 2015, répondant au nom de Projet Mars, est sur le point d'être finalisé. Ces petites unités robotisées pouvant être commandées pendant l'ensemencement pourraient être disponibles dès l'automne prochain. Le Fendt 500 Vario Tier 4 Final fait enfin son arrivée en Europe. Cerise sur le gâteau, il est habillé de la toute nouvelle couleur Nature Green qui habillera désormais l'ensemble des matériels du constructeur. Mais sinon, quoi de neuf dans cette nouvelle série 500 ? Mis à part que les nouveaux tracteurs 500 Vario répondent à la norme légale anti-pollution Tier 4 Final, Fendt les a équipés d'options supplémentaires provenant directement des plus fortes puissances. Citons ainsi le nouveau système de guidage Vario Guide, les terminaux entièrement vitrés, l'essuie-glace avant 300 degrés, les projecteurs de travail LED ou encore le dispositif anti-démarrage en option. Rappelons enfin que ce tracteur 4 cylindres dispose d'une plage de puissance de 125 à 165 chevaux. Vous cherchez un bon plan à Innovagri ? Nous savons que WeFarmUp distribuera 2000 bons de réduction de 50 € à valoir sur votre prochaine location de matériel agricole, quel qu'il soit. Alors bien sûr, si je suis ici dans le Loiret, c'est parce que la semaine prochaine va se dérouler le salon Innovagri. Et j'avais envie de voir un peu en avant-première ce qu'il y avait de nouveau. Et c'est ici, sur le stand du constructeur japonais Kubota, qui nous a habitués ces dernières années à de l'innovation, que je l'ai trouvé, cette innovation. Alors bien sûr, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais je peux quand même vous donner 2 indices. Tout d'abord, cela va concerner l'électronique, et puis deuxième indice, dans la relation tracteur-outil, c'est certainement pas le tracteur qui demain fera la loi. Alors si vous aussi vous souhaitez découvrir cette nouveauté, rendez-vous ici sur le stand Kubota dès mardi prochain, 8h30. Quant à nous, nous vous présenterons bien sûr cette nouveauté dans une de nos prochaines émissions. Alors à présent, nous allons aller à la rencontre d'un agriculteur qui a su se diversifier. Aujourd'hui, il est agriculteur et boulanger. Philippe Lepage, bonjour.
Bonjour. Alors je m'adresse à Philippe Lepage, le céréalier. Ici dans le Loiret, vous exploitez combien d'hectares? Je suis agriculteur sur 145 hectares. Et puis vous faites quel type de culture? Principalement blé, orge et colza, 3 tiers. Mais franchement, moi je n'aurais pas investi 1 euro sur votre activité, sur l'idée que des citadins feraient 10, 20, 30 km pour venir au fin fond de la campagne, ici dans votre ferme. Vous achetez chaque week-end du pain? Oui, effectivement. D'ailleurs, tous les prévisionnels étaient négatifs. C'est pour ça qu'on a tout fait les travaux en autoconstruction et qu'on ne savait pas du tout que c'était impossible de le faire. Donc finalement, on l'a fait. Et je pense que la réussite n'est pas loin. Alors je vois votre logo, il y a marqué paysan boulanger, mais votre tout premier métier, c'est quand même la boulangerie. Oui, tout à fait. Je suis boulanger depuis l'âge de 14 ans. J'ai passé par le CAP de boulanger jusqu'au brevet de maîtrise. Et je suis vraiment boulanger de métier. Et même dans la diversification du snacking, principalement de la pizza. Et qu'est-ce qui vous a amené, il y a 6 ans, à vouloir vous diversifier? C'est-à-dire que j'ai repris la boulangerie en bricolant, façon de dire, à la maison par passion. Et on s'est dit pourquoi pas le lancer dans un bâtiment, une ancienne vacherie, étant donné qu'ici il y avait des vaches jusqu'en 2008. Le bâtiment était vide. Un petit peu de temps disponible par rapport au monde agricole qui occupe pas 12 mois de l'année, quoi. Donc le plaisir de faire de l'autoconstruction, de faire d'une ancienne vacherie un fourni, puis ensuite un labo. Alors justement, vous vous retrouvez dans la boulangerie, mais auparavant, on va regarder un sujet sur la réglementation en matière de pulvérisation. Le contrôle des pulvérisateurs à rampe est obligatoire en France depuis le 1er janvier 2009. Désormais, 3 autres catégories de pulvérisateurs seront soumises au contrôle dès la fin de l'année 2016. Les pulvérisateurs de moins de 3 mètres sont concernés, comme par exemple les matériels de désherbage utilisés dans les vignobles ou les vergers. La réglementation s'applique maintenant aussi aux appareils combinés, intégrant par exemple les équipements de pulvérisation installés sur des semoirs, des planteuses ou des bineuses. Enfin, les appareils fixes ou semi-mobiles qui regroupent une très grande diversité de matériel, allant de la lance de pulvérisation aux installations de traitement sous serre, seront également soumis au dispositif de contrôle. Ces contrôles disposent toujours d'une validité de 5 ans. Philippe Lepage, on se retrouve ici dans votre univers de boulanger. Aujourd'hui, quelle est la part de chiffre d'affaires que vous tirez des 2 activités? On est arrivé dans ma première passion, donc la boulangerie, mon premier métier. Donc là, actuellement, au bout de 6 ans d'activité, on va arriver à environ un équilibre de 50-50 en chiffre d'affaires. Donc c'est une part relativement importante par rapport à l'objectif de départ. Et puis certaines années, comme cet été où la moisson n'a pas été bonne, c'est vrai que ça va être intéressant. Cette année, effectivement, les données vont être complètement changées comparé à des années qu'on a vendu du blé à 270 €. Bon, alors on le sait, cette moisson a été particulièrement mauvaise. Il y a des agriculteurs qui écoutent notre émission et qui se disent peut-être faut-il diversifier. Est-ce que vous pourriez donner un conseil et puis certainement rappeler qu'il y a aussi des contraintes? Donner un conseil, ce serait bien difficile parce que actuellement, c'est par mon premier métier que j'ai côtoyé pendant une bonne quinzaine d'années, par des années de pizzeria chez un acharné de travail qui a commencé avec rien, qui a développé quasiment une franchise. Par cette acquisition de connaissances que je me suis mis à faire ça. À l'heure actuelle, juste un conseil, si je peux me permettre, ce serait au lieu de vendre la matière première à bas coût, comme on peut l'avoir, de vendre le produit fini, de faire la transformation. Alors je sais que c'est pas évident, certains produits demandent beaucoup de matériel, beaucoup de normes pour la transformer, mais ceci dit, c'est jouable, la preuve. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des contraintes. Effectivement, beaucoup de contraintes, en sachant qu'ici, il n'y a qu'un seul patron, comme je dis toujours, c'est le client. C'est le client qui fera marcher ou pas l'entreprise. Donc c'est à nous de nous mettre au service du client, d'apporter tout ce qu'il demande. Ça va aussi bien du parking, de l'accueil, du choix des produits. Mais c'est vrai que ça va être quand même très intéressant à la fois d'être agriculteur, de voir ce qui se passe au champ, et puis boulanger, et puis aller jusqu'au consommateur final. Ça, effectivement, c'est un gros point fort, même de partir non pas du champ, mais d'avant, des contrats de semences, du G3, du G4, de l'hiver 1. Ensuite, de pouvoir l'écraser avec le moulin à meule de pierre. Et ensuite, de pouvoir le panifier. Et d'avoir la filière blé bien maîtrisée. Philippe Lepage, félicitations. Et puis merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, dans votre exploitation et dans votre boulangerie. De rien, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Michel Masson, bonjour. Bonjour. Alors Michel Masson, il faut une interview vérité. C'est vrai que dans le département ici de Loiret, vous avez connu à la fois des moissons qui sont mauvaises, mais avant des inondations. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous savez chiffrer combien il y a d'agriculteurs en difficulté ?
Je pense qu'aujourd'hui, d'après nos statistiques, il y aurait à peu près 15% des agriculteurs qui sont en grande difficulté, ce qui représente pour le Loiret 5 à 600 exploitants, ce qui est considérable, ce qui est du jamais vu. Et, naturellement, en année normale, on a 30 personnes en agrivif. Là, 5 à 600, ça explose tous les compteurs. Alors, si un agriculteur qui regarde l'émission sait qu'il est en difficulté, concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, déjà, il faut contacter ces services, notamment de la Chambre d'agriculture, pour pouvoir bénéficier d'un audit gratuit. Il y a un diagnostic que l'on fait chez les agriculteurs qui s'appelle Loiret Écoute Action. Donc, c'est 2 heures, 2 heures et demie avec un technicien que l'on passe chez l'exploitant, avec les comptes, avec une discussion d'exploitant, pour voir un petit peu où on est réellement l'exploitation, quels sont les points forts, les points faibles. Un rendu est fait. Et en fonction du rendu qui est fait, on peut aller plus loin d'un deuxième temps avec vraiment un audit de l'exploitation, si elle est relevable, si elle n'est pas relevable. Et si elle est relevable, eh bien effectivement, tenter de la diversification, des nouvelles cultures, appuyer sur les points forts, gommer les points faibles de l'exploitation. Et malheureusement, si la situation est trop critique, eh bien essayer de trouver une sortie digne à l'agriculteur. Parce que aujourd'hui, maintenir des gens qui seront dans une impasse, c'est ce que j'appelle moi de l'acharnement thérapeutique. Et il faut effectivement sortir dignement ces agriculteurs qui sont victimes d'aléas climatiques. C'est pas un problème technique. Il y a peut-être des petites erreurs de gestion depuis quelques années, mais là, c'est effectivement un aléa climatique qui vient les sortir du jeu. Alors on le sait, il ne faut pas avoir honte, il faut réagir, diagnostiquer de façon objective. Et puis si effectivement on voit qu'il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'il faut envisager? Eh bien, on peut envisager plusieurs aspects. D'abord, il faut un traitement psychologique parce qu'on n'est pas forcément prêt à dire je vais quitter le métier. Ce n'était pas forcément dans les paramètres il y a ne serait-ce que 6 mois. Donc il faut faire face à la situation. Donc là, il y a peut-être un travail de psychologue à faire. Et puis il y a aussi un travail de cession d'activité qu'il faut mener, parce que le but de l'opération, c'est pas de faire sortir un maximum d'agriculteurs, c'est d'en conserver un maximum, mais ceux qui doivent sortir, eh bien, il faudra les sortir dignement pour pas qu'ils traînent des dettes comme un boulet jusqu'à la fin de leur existence. C'est ça un peu le but qu'on a, c'est d'essayer de limiter au maximum la casse pour les agriculteurs qui devront sortir. Évidemment, psychologiquement, ça va être très dur pour certains. Et puis le danger, c'est que les banques ferment les robinets au mois de février ou au mois de mars prochain, se rendant compte que quand le tracteur est en crédit bas, il n'appartient pas réellement à l'agriculteur, il peut y avoir de gros problèmes derrière. Tout à fait. Donc effectivement, depuis quelques années, il y avait des solutions de facilité, des nouvelles offres commerciales, si on peut dire comme ça, qui étaient bien pratiques pour des années où effectivement il y a des revenus importants pour gommer un peu l'aspect fiscal et social. Sauf que ce genre de choses se retourne complètement contre soi quand on n'a pas de revenus, parce qu'en 2015, avec des cours relativement bas, il n'y a pas eu de revenus en grande culture, en élevage c'est pareil. Et puis 2016, c'est pas de revenus, c'est des pertes conséquentes. Et effectivement, quand on a dans ce genre de situation, non seulement on n'est pas propriétaire, mais on a des charges exorbitantes et donc effectivement ça précipite un peu plus les événements. Michel Masson, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici dans le Loiret touche à sa fin. Alors vous savez que nous serons durant les 3 jours dans les allées du salon Innovagri, mais aussi vous pouvez venir nous rencontrer sur le stand de notre partenaire WeFarmUp. Alors nous aurons le plaisir de vous y accueillir, vraiment. Venez nous rencontrer sur ce stand. Je vous souhaite une excellente semaine.